Bonjour, je suis Jean-Louis Joanneau, l'auteur du Mystère de l'étoile bleue. Je vais vous en lire le début et j'espère que vous allez m'accompagner avec plaisir. Tom, Estelle, si nous allions prendre l'air. Estelle sursauta avant de déposer son iPhone flambant neuf sur sa table de nuit. Allongé en travers de son lit, son grand frère, un casque sur les oreilles, massacrait à grands coups de laser atomique des aliens fraîchement débarqués sur la Terre. Alice entr'ouvrit les rideaux de leur chambre. Il y a un beau soleil, mais ça ne va pas durer. La météo annonce de l'orage sur Paris dans 2 heures. En partant rapidement, on reviendra bien sec, et ce sera juste l'heure du goûter. Tom réprima un soupir. Il aimait sa grand-mère, mais elle avait le chic pour venir le déranger au plus mauvais moment. Il mit son jeu en pause, offrant un court sursis au vaisseau des aliens. « C'est quoi pour le goûter, mamie ?»« Tarte aux pommes avec crème pâtissière. Façon mamie Alice. » Le garçon eut un sourire réjoui. « J'adore. On ne peut pas profiter de la tarte sans sortir ? Vos parents m'ont demandé de vous faire prendre l'air. » Les parents des 2 jeunes étaient partis la veille profiter de quelques jours de vacances en Espagne. Préférant les visites de musées au bain de mer, ils avaient demandé aux enfants de choisir. S'ennuyer avec eux à Madrid, ou aller une semaine à Paris chez Édouard et Alice, leurs grands-parents chéris. D'accord, d'accord. On va marcher un peu. Papy vient avec nous ? Alice tira son petit-fils par le bras pour qu'il jette un coup d'œil au salon. Installé bien au fond de son fauteuil vert olive, près de la fenêtre ouverte, le grand-père somnolait. Ses lunettes dorées penchaient dangereusement tout au bout de son nez. « Il fait toujours la sieste après le déjeuner, » dit Alice, en les remettant en place. « Il se réveillera après notre départ. Et heureusement pour vous, car sinon il vous expliquerait l'origine du nom de chaque rue. C'est un vrai dictionnaire de Paris. Allez, préparez-vous. » Quelques instants plus tard, Alice, Estelle et Tom sortaient de l'ascenseur. Face à eux, 2 rangées de boîtes aux lettres métalliques s'alignaient contre le mur crépi. « Tiens, on a reçu une lettre, » remarqua la grand-mère. « Estelle, tu peux me l'attraper ? Je n'ai pas pris la clé, et ma main est trop grosse. » La main fine d'Estelle s'introduisit sans peine dans la petite ouverture au niveau supérieur de la boîte. Une enveloppe apparut. « Elle est un peu jaunie, » dit la jeune fille. « Et le timbre est curieux. » Alice s'en saisit. L'adresse, Édouard et Alice Larivière, 56 rue de la Brèche aux Loups, 75 012 Paris, ne laissait aucun doute. Elle était bien pour eux. Elle l'ouvrit sans attendre. « Voilà une bonne surprise ! Une invitation pour 4 au musée Grévin, demain soir, à 20h30 précise. Un spectacle de magie, le grand fakir Rajou. Il doit être connu. » Elle retourna l'enveloppe pour savoir qui l'avait envoyé, mais en vain, l'expéditeur avait dû oublier de préciser son adresse. « Le mois dernier, votre grand-père et moi avons participé à un concours chez Petit Prix. Nous avons dû gagner. Super, nous irons tous les 4. » Tom et Estelle conservèrent un silence lourd de sens, qu'Alice fit semblant de ne pas remarquer. « On le dira à Édouard en rentrant. Il adore la magie. » Elle rangea l'enveloppe dans son sac, tandis que Tom ouvrait la grande porte vitrée permettant d'accéder à la rue. Au dehors, le soleil de l'été tapait fort. Un autobus passa, semblant fendre la chaleur de sa longue silhouette verte et blanche. Les platanes, qui rythmaient le trottoir, leur offrirent à la fois de l'air frais et de l'ombre. À leur retour,
Les enfants et Alice trouvèrent Édouard en train de préparer la table du goûter. Alors, vous avez profité des ronflements de votre vieux grand-père pour filer en cachette plaisanta-t-il. Si vous m'aviez prévenu, je serais venu avec vous. Je vous aurais expliqué l'origine des noms de rue. Alice échangea un regard complice avec ses petits-enfants avant de lui tendre l'enveloppe. Nous avons remporté le concours de la semaine indienne chez Petit Prix. Jette un coup d'œil au timbre. Il a l'air très ancien. Tu crois que c'est un vrai? Édouard ajusta ses lunettes sur le bout de son nez. C'est un profil de femme. Voyez les épis de blé dans ses cheveux. Elle représente Cérès, la déesse des moissons, chez les anciens Romains. Il faut dire qu'à l'époque des Romains... Crois-tu que c'est un vrai? L'interrompit Alice. Il a de la valeur? Son mari déposa l'enveloppe sur le bras de son fauteuil. Il fronça les sourcils. Des timbres comme celui-là, on en a imprimé des centaines de milliers dans la seconde moitié du XIXe siècle. On en découvre encore sur de vieilles enveloppes, mais il porte bien sûr le cachet de la poste. L'oblitération. C'est ainsi que ça s'appelle. Celui-ci n'en a pas. L'enveloppe a été déposée dans notre boîte aux lettres sans passer par la poste. Tipri est à côté. Il faut que je vous dise au sujet de ce timbre qu'à l'époque, il est vrai, il est faux, je n'en sais rien. Alors il faudra vérifier. Les enfants vont apprendre ce que nous avons gagné. Toi qui aimes la magie, tu vas être content. Il était près de 20 heures le lendemain et tout le monde était prêt. Édouard, qui avait insisté pour que ses petits-enfants s'habillent correctement, avait donné l'exemple, revêtant un costume d'un beau gris anthracite, ainsi qu'une chemise blanche sur le col de laquelle trônait un nœud papillon vert foncé. Alice, habillée d'une longue robe beige, les épaules couvertes d'un châle blanc en dentelle, était très élégante. Une superbe pierre bleue, portée en pendentif, lui valut un compliment de la part d'Estelle. « Je la mets pour les grandes occasions, dit Alice. Le mois dernier, c'était à l'Opéra Garnier. Nous n'y allons pas souvent. Je vous jure que votre grand-mère a fait l'admiration de tous les spectateurs, intervint Édouard. L'orchestre de Paris jouait les contes d'Hoffmann, de Jacques Offenbach. Vos parents vous ont déjà fait écouter Offenbach? À son époque, il y a 150 ans... Alice rougit tout en l'interrompant. C'est surtout le bijou qui a fait sensation. Mais il ne vaut pas grand-chose. Ce n'est pas une vraie pierre précieuse. C'est un saphir, la contredit Édouard. J'en suis sûr et certain. Estelle observa le pendentif de plus près. Il est vraiment très beau. Papy, c'est toi qui l'as offert à mamie quand vous étiez plus jeune? Je me serais ruiné pour elle si j'avais dû le faire. Mais heureusement pour moi, il appartenait à sa mère. Donc à votre arrière-grand-mère. Avant elle, je ne sais pas. Allez, filons jusqu'au métro. On va être en retard. Ah, une chose importante, les coquins. Laissez vos téléphones ici. Dans les salles de spectacle, ça embête le public. Tom et sa sœur prirent le même air déçu. Flûte, dit le garçon. Je voulais prendre une photo. Le grand-père esquissa un sourire. D'accord pour une photo. Mais pas de jeu, ni d'Amstramgram, ou je ne sais quelle appli. Vos machines à tout faire, eh bien, elles servent à rien, à part vous rendre idiot. Le temps qui défilait l'obligea à se taire. Il fallait 5 minutes pour rejoindre à pied la station de métro la plus proche. Ils se mirent en route. À la station d'Auménil, 2 banquettes face à face étaient libres. Ils s'y installèrent. La sonnerie annonçant le départ, quand un homme de petite taille, affublé d'une épaisse moustache blanche, s'infiltra entre les portes qui se fermèrent derrière lui. Une secousse indiqua que le métro démarrait.
La première ligne du métropolitain a été mise au service au mois de juillet 1900, chuchota Édouard. Elle traversait Paris d'est en ouest. Les stations lumineuses défilaient séparées par de longs tunnels noirs, et les jeunes écoutaient distraitement leur grand-père. Ledru-Rollin, Bastille, République furent bientôt dépassés. Le train se remplissait peu à peu. Estelle s'amusa à deviner si les gens qui montaient étaient des Parisiens ou seulement des touristes. Tom regardait la vitre dans laquelle se reflétait en tremblant l'intérieur du wagon. Alice se leva tout à coup. « Grand boulevard, on descend !» Elle se fraya un chemin parmi la foule des gens qui étaient restés debout. Le monsieur à moustache se poussa pour qu'il puisse sortir. « C'est drôlement beau. On se croirait revenu dans le passé. Je vais prendre une photo. » Estelle était ravie. Sous ses yeux éblouis, la façade rouge et or du musée Grévin brillait comme un soleil. « Mais il est un peu tard et les gens devant nous sont bien de notre époque, lui répondit Alice. Nos places ne sont pas numérotées. Dépêche-toi. Estelle recula de quelques pas, faisant signe à Édouard et Alice de se serrer, et Tom se coinça entre eux. Elle allait appuyer sur le bouton de l'iPhone quand une voix inconnue leur parvint. « Si vous le désirez, je peux prendre la photo. Vous y figurerez tous les quatre. » Estelle se retourna hésitante. C'était un petit monsieur à la moustache blanche qu'elle avait déjà vu quelque part. Peut-être bien dans le métro. Édouard lui sourit. « C'est très gentil à vous. Estelle, tu expliques au monsieur comment faire ?» Mais l'homme n'avait pas besoin d'aide. Pendant que la jeune fille prenait place près de son frère, il tendit l'appareil. L'éclat du flash jaillit. Le monsieur observa la photo avec soin. « Elle me semble réussie. Passez une agréable soirée. » Ses yeux se posèrent sur le saphir d'Alice. « Madame, permettez-moi de vous adresser mes félicitations. Vous êtes très élégante. C'est bien rare de nos jours. » Il les abandonna en s'inclinant devant eux, puis se fraya un chemin vers l'entrée du musée. « Un homme original, mais tout à fait charmant, » dit Alice flattée. La dernière sonnerie annonçant le début du spectacle venait de retentir. Le grand hall du musée était vide. Près de la porte permettant d'accéder à la salle, une jeune femme vêtue de rouge, un programme à la main, leur fit signe de venir la rejoindre. « Il reste quelques places, leur dit-elle. Suivez-moi. » Ils entrèrent à sa suite dans une vaste pièce au plafond recouvert de dorures, où le public, adultes et enfants mélangés, parlait fort. « C'est plein à craquer, remarqua Tom. La jeune femme acquiesça. « Nous ne trouverons pas de siège voisin pour vous quatre. Vous êtes arrivés un peu tard. Mais peut-être pourrez-vous vous asseoir deux par deux. Regardez. » Elle montra tout en haut de la salle 2 sièges vides. Édouard prit Estelle par le bras. « Ceux-là seront pour nous, dit-il. Tom, Alice, j'aperçois près de la scène 2 places côte à côte encore libres, qui n'attendent que vous. On se retrouve en sortant pour déguster une glace. » La jeune femme entraîna Tom et Alice vers la scène, mais lorsqu'ils y parvinrent, les places côte à côte étaient prises. Par chance, 2 autres sièges demeuraient disponibles. L'un au 4e rang, à gauche d'une dame à chapeau, l'autre près d'un monsieur au crâne dégarni à 2 pas de la scène. « Tu seras mieux devant, » dit la jeune femme à Tom. « Vas-y. » Alice venait de lui laisser un pourboire quand l'homme du premier rang se retourna tout à coup. C'était le monsieur à moustache. « Quel étonnant hasard, dit-il en se levant de son siège. Permettez que je vous cède ma place. Je m'installerai derrière, et ainsi vous ne serez pas séparés. »
La grand-mère protesta, mais déjà le monsieur passait de siège en siège pour s'asseoir à côté de la dame. Tom et Alice prirent place, alors que les lumières s'éteignaient peu à peu. Dans le noir s'éleva une musique orientale. Le rideau se leva en grinçant. Puis une voix retentit. « Mesdames et messieurs, venus tout droit de l'Inde mystérieuse, pour votre plus grand plaisir, voici... » Un jet de lumière dorée éclaira tout à coup le visage d'un homme brun, bras croisés, vêtu d'une longue tunique et d'un pantalon blanc. Un ample turban rouge recouvrait ses cheveux. Le grand fakir Raju, ainsi que son assistante Vonia. Le public applaudit, tandis que le numéro commençait. Le fakir fit sortir une colombe de chacune de ses manches, puis une rose de son turban. Il les fit disparaître avant de les faire revenir dans une cage à barreaux qu'il venait de montrer vide. Puis Vonia, vêtue d'une robe aux reflets métalliques, s'allongea sur une table avant de s'élever par miracle dans les airs. L'attention du public monta lorsque le grand Raju, pieds nus, entreprit de marcher sur des clous, et Tom ferma les yeux au moment où Vonia fut coupée en morceaux dans une boîte transparente. Alice lui souffla à l'oreille. « Elle n'est pas découpée pour de vrai. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un truc. » Le garçon hocha la tête. C'était impressionnant, même s'il y avait un truc. Il n'entr'ouvrit qu'un œil pour regarder la suite. « Maintenant, dit la voix, Raju va choisir 2 personnes qui viendront le rejoindre sur scène. » Un frisson d'inquiétude amusée parcourut le public. Le regard de l'homme inspecta le premier rang. « Mesdames, messieurs, le fakir se concentre pour trouver parmi vous ceux ou celles qui seront les élus. » Tom regarda le plafond afin de ne pas croiser les yeux noirs du fakir. « Là, entendit-il, cette dame et ce jeune homme. » La main de sa grand-mère le tira de son siège. « Ah, j'aurais parié que ça tomberait sur nous, lui dit-elle. C'est génial, non ?» Sans trop y réfléchir, Tom la suivit sur la scène. L'assistante du fakir demanda au public d'applaudir les élus, ce qu'il fit sans retenue, soulagé de ne pas être à leur place. Raju tendit les bras et regarda en l'air comme s'il se concentrait. « Je vois... vos noms. Madame se nomme Alice, et ce jeune homme est Tom. Est-ce la vérité ? Le grand fakir se serait-il trompé ? Non, il ne se trompe jamais. » L'enfant et sa grand-mère eurent ensemble le même air stupéfait. L'assistance se mit à rire. « Alice, Tom, dit Vonia d'une voix douce, le grand fakir va vous faire disparaître. Ne craignez rien, vous reviendrez très vite, s'il le veut. » Un rayon de lumière vint balayer la scène avant de s'arrêter au-dessus du fakir dont les yeux noirs brillaient. Un geste de sa part fit descendre du plafond une fausse et énorme pierre précieuse. Raju la présenta. « Mesdames et messieurs, voici l'un des diamants les plus célèbres du monde, le diamant de Bénarès et ses pouvoirs magiques. » Il ouvrit grand les bras et cria « Herke takat nelam semel katehe !» Herke takat nelam semer katehe. Le rayon argenté se partagea en 4 filaments de lumière qui se mirent à décrire dans les airs des spirales élégantes avant de venir encercler le diamant de Bénarès. « Ah !» s'écria Raju. « Maintenant !» Les 4 filaments éclairèrent le diamant qui brilla de 1000 feux. Un grondement résonna. Il y eut une explosion, suivie d'une fumée noire. Des cris de peur s'échappèrent du public. Alice sentit son saphir palpiter comme un cœur.
Au plafond, la lumière s'éteignit. Quand elle revint enfin, Vonia et Raju demeuraient seuls sur scène. Il n'y avait plus de traces ni d'Alice, ni de Tom. Le public enthousiaste applaudit et le spectacle reprit.